Then Moses said, Comme prévu, le 3e épisode de la saison 3 d'Euphoria est enfin sorti. Nous allons assister au mariage de l'année, ou plutôt à celui de la tromperie, et nous serons témoins de la façon dont le méchant créé au lycée reçoit enfin une dose de justice. Mais maintenant, la mort le poursuit, et il sera temps de voir s'il a le courage de faire ce qu'il faut. D'un autre côté, Rue aimait son nouvel emploi, lorsque le fantôme du passé décide de la sortir du jeu. Mais avant de plonger dans l'histoire, laisse-moi te voler quelques secondes pour remercier les membres du club El Iberia pour leur soutien. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Je t'invite aussi à rejoindre la famille, et à profiter de contenus exclusifs chaque semaine. Pour cela, il te suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous. La narration nous transporte directement dans l'appartement de luxe de Jules. Rappelons-nous que dans le chapitre précédent, elle et Rue ont pris un moment pour boire quelques verres tout en se remémorant avec nostalgie leur passé commun. Ce matin-là en particulier, Jules s'est réveillée en se sentant particulièrement créative et a commencé à peindre avec passion au milieu du salon. Pendant ce temps, Rue explique qu'à ce stade de l'histoire, presque tout le monde peut devenir riche du jour au lendemain. Elle admet toutefois que ce chemin est bien plus difficile à parcourir pour certains. Après avoir passé plusieurs heures concentrées à peindre, Jules a terminé une œuvre représentant une personne nue mais penchée, d'une manière quelque peu inconfortable. Pour elle, il s'agit d'un résultat artistique assez satisfaisant. À ce moment-là, nous avons un aperçu révélateur du passé, lorsque Jules était encore à l'école d'art, et sa colocataire, Viviane, lui a dit qu'elle gagnait très bien sa vie en fréquentant des hommes riches. Ces hommes l'emmenaient essentiellement à des rendez-vous de luxe en échange de son temps et de sa compagnie. Viviane lui assure que quelqu'un comme elle gagnerait beaucoup plus d'argent, car elle est extrêmement belle, et les clients qu'elle connaît adoreraient la rencontrer. Elle doit simplement tenir le coup assez longtemps pour réunir l'argent nécessaire afin de payer ses frais de scolarité, et une fois qu'elle y sera parvenue, elle pourra quitter ce monde pour toujours. Lors de sa première nuit, Jules portait une robe noire impressionnante pour un rendez-vous avec un avocat de 48 ans, séduit par sa beauté. Cet homme lui a avoué sincèrement qu'il souffrait de sérieux problèmes d'intimité et de socialisation. N'ayant jamais eu de petit ami officiel, il s'était consacré au travail toute sa vie, devenant prospère dans les affaires mais échouant avec les femmes. Cette nuit-là, ils ont fini dans son appartement, sans aller plus loin que ses chaussettes. Il était obsédé par elle, et a payé près de 1800 $ uniquement pour ce fétiche. Jules a alors compris qu'il pouvait payer son loyer, en ne le voyant que 2 fois par mois. En plus de cela, elle a rencontré un type appelé Randy, un célèbre réalisateur de films qu'il a payé simplement pour qu'elle regarde ses œuvres avec lui, et qu'ils discutent un moment. Il lui a dit avec amertume que sa famille n'était que des sangsues voulant son argent, raison pour laquelle il s'en était éloigné. Après ces expériences, elle a rencontré Ellis, un chirurgien esthétique prospère, qui lui a offert bien plus que ses autres clients. Ellis s'est intéressé à sa vie, et lui a demandé avec tact comment s'était passée sa transition, cherchant à savoir s'il pouvait l'aider professionnellement à se sentir mieux. Bien qu'elle soit extrêmement belle, Ellis insiste sur le fait que tout peut toujours être amélioré. C'est une leçon qu'il a apprise après des années de carrière professionnelle. Mais quand Jules a évoqué sa famille et sa femme, il est devenu assez mal à l'aise. Et il lui a immédiatement demandé d'ignorer ses sujets personnels, lui rappelant qu'il n'était pas là pour parler de sa vie privée. Ellis admet finalement que sa femme est au courant qu'il a certaines préférences particulières. Selon lui, on se marie parfois pour le meilleur d'une personne, mais avec le temps, il faut tolérer le pire. Après plus de 20 ans de mariage, chacun fait ce qu'il veut pour rester heureux face à l'autre. Avec le temps, et après de nombreux autres rendez-vous similaires, Jules a complètement oublié l'école d'art et son rêve initial de devenir une grande artiste. Elle a préféré continuer ses activités en échange de l'argent d'hommes riches et puissants, qui se sentaient très seuls et n'avaient personne pour relâcher la tension de leurs vies occupées et parfaites. Mais parmi tous les clients et amis de Jules, Ellis a fini par se démarquer des autres. Finalement, il lui a demandé d'oublier les autres hommes, lui proposant de lui offrir tout ce qu'aucun d'eux ne lui avait donné jusque-là, changeant ainsi la nature de leur accord. Jules s'est mis au diapason et satisfaisait son hôte dans absolument tout ce qu'il lui demandait, aussi étrange ou inhabituel que cela ait pu lui paraître au début. Pour sa part, il s'est personnellement assuré que son corps soit absolument parfait, utilisant ses compétences chirurgicales pour achever le travail physique que Dieu n'avait pas terminé. Dans le cas de Rue, elle est finalement retournée au bar d'Alamo,
Là, pendant la première nuit du week-end, nous sommes témoins de la prestation de Rosalia que nous attendions tant et qui nous avait manqué dans l'épisode précédent. Pendant que Rosalia gagnait le cœur de tous les clients sur la scène principale, Rue gagnait sa part de l'argent en menant des affaires clandestines à l'arrière du local. Désormais, elle ne distribuait plus de substances interdites, mais quelque chose de bien plus dangereux, capable de te tuer bien plus rapidement. Alamo et son équipe vendirent des armes à feu et possédèrent tout un arsenal, imprimé en 3D qui fonctionnait de manière impeccable. Chacune de ces pièces se vendait au double du prix d'une pièce conventionnelle, en raison de sa nature indétectable. La jeune fille a appris chaque détail technique des armes à la perfection, et a développé une capacité exceptionnelle à les vendre. Elle s'assurait une belle commission pour chaque unité qui quittait le bâtiment. Alamo, très satisfait de ses résultats, lui a accordé 3% des ventes totales. Mais lorsque Rue mentionne qu'il aimerait continuer à gravir les échelons et se consacrer à quelque chose de légal, son patron lui répond froidement que la légalité n'est qu'un principe purement abstrait. Il lui explique qu'il y a de nombreuses années, ce qu'elle connaît sous le nom de loterie a vu le jour dans des clubs comme ceux-là, joués par des hommes ambitieux ayant trouvé un moyen de gagner de l'argent sans rendre de compte au gouvernement, jusqu'à ce que l'oncle Sam l'interdise et déclare la loterie illégale. Mais au lieu de l'éradiquer, ils l'ont simplement absorbée, l'ont rendue plus grande et se sont emparés du business. Aujourd'hui, la loterie s'achète partout en station-service, alors que ses véritables inventeurs croupissent en prison. La question posée est de savoir si ce qui était illégal devient légal parce que l'État le contrôle. Qui garantit que leurs actions ne suivront pas le même chemin? De plus, il lui demande si elle a une idée de l'endroit où va réellement tout l'argent généré par la loterie. Beaucoup disent qu'il est destiné au système éducatif, mais cela n'explique pas pourquoi. À chaque nouvelle génération, les jeunes semblent de plus en plus ignorants et influençables. Il est donc évident que l'un des deux ment, le gouvernement ou le peuple. Selon elle, lequel est le plus susceptible de cacher la vérité? Alamo lui affirme avec mépris que cette morale qui le trouble n'est que pure absurdité. Selon sa vision, la seule chose qui compte vraiment dans ce monde, c'est le pouvoir. Et la seule façon de l'obtenir, c'est d'accumuler de l'argent. Par conséquent, elle est sur la bonne voie. Il lui dit que lorsqu'elle aura assez d'argent pour ne dépendre de personne, elle cessera de se soucier de ce qui est légal ou illégal. Quelques secondes plus tard, un cri brise l'atmosphère depuis le fond du bar. En levant les yeux, il voit un cochon entrer par la porte de derrière. L'animal défèque et urine sur le tapis d'Alamo, ce qui ne lui plaît pas du tout. Il sort donc son arme et lui tire dessus depuis l'autre côté du club, éclaboussant de sang l'une des filles. Alamo est conscient que c'est lui-même qui a déclenché le chaos en tirant. Mais maintenant, il a un cochon mort sur son tapis, et la tache de sang sera impossible à enlever. La remplacer lui coûtera quelques milliers de dollars, et cela le rend furieux. À cet instant, il détourne son attention vers Rue, et lui demande froidement ce que Laurie aime le plus au monde. La scène change brusquement pour nous montrer Laurie profitant du lever du soleil avec son meilleur ami, son oiseau blanc, qui l'a fidèlement accompagné pendant de nombreuses années. Quelques secondes plus tard, Rue se souvient enfin du nom Paladine, son ara. Elle sait parfaitement que si elle veut vraiment blesser Laurie, cet oiseau est son cœur. Cet après-midi-là, Alamo exécute son plan, tandis que Rue profite du reste de la journée pour rendre visite à Jules. Toutes deux discutent du fait d'avoir été invités au mariage. Mais Jules insiste sur le fait qu'il serait extrêmement gênant d'assister à cet événement, surtout après tout ce qui s'est passé entre elle et le reste du groupe. Ensuite, Rue sort une liasse de billets et glisse 500 $ dans le soutien-gorge de Jules. Elle lui dit que si elle vend son temps, Rue sera sa sugar mommy pour l'accompagner au mariage et lui demande aussi de s'habiller sexy. Mais finalement, c'est Maddie qui porte une robe éblouissante, alors qu'elle n'avait pas encore choisi de plan d'action et hésitait à s'immiscer dans la relation de son ex. Pour se venger de la trahison, ou utiliser Cassie pour lui soutirer chaque centime avec son idée de page, l'événement s'est avéré exactement comme Cassie l'avait prévu. Les 50 000 $ de fleurs ornaient chaque recoin. Mais ce qui attirait vraiment tous les regards, c'était la robe de Maddie, qui ne laissait absolument rien à l'imagination. Pour Jules, elle portait une tenue similaire, et Rue veillait à ce qu'elle se distingue. Pendant ce temps, Nate, dans la salle de bain, était au bord d'une crise de panique. Il respirait dans un sac en papier, et luttait intérieurement contre l'idée impulsive de s'enfuir et d'oublier tout ça. Cependant, au fur et à mesure que la cérémonie commençait, les choses ont suivi leur cours naturel, et Nat s'est finalement retrouvé debout, juste devant l'autel, attendant que sa future épouse apparaisse, aussi belle que toujours. Alors que Cassie remonte l'allée devant tous les invités, sa mère n'arrête pas de parler de l'horreur qu'a été son propre mariage.
et comment sa vie a été complètement ruinée en disant oui. Ce qui fait pleurer sa fille avant même que le mariage ne commence officiellement. Mais malgré l'instabilité de sa mère, Cassie met son plan à exécution. Et Nate aussi se montre déterminé à faire d'elle sa femme, l'embrassant passionnément après qu'ils ont tous les deux dit oui, alors que tout le monde applaudit leur union. De retour avec Laurie, elle reçoit un appel d'Alamo l'informant qu'il enverra rue chercher de la marchandise. Il fait semblant de vouloir laisser le passé derrière lui et de continuer les affaires. Mais en réalité, les gars prévoient d'enlever Rue dès que Rue mettra un pied sur place. L'appel arrive seulement quelques minutes plus tard et elle est obligée de quitter le mariage pour se rendre chez Laurie. Même si la situation lui paraissait extrêmement étrange, elle ne pouvait pas se permettre de refuser. Pendant ce temps, Jules et Maddie se creusèrent la tête, cherchant un moyen de s'approcher du couple heureux pour le féliciter, sans que le geste paraisse totalement hypocrite. Quelques minutes plus tard, Cal prend le micro pour son discours, mais le whisky parle à sa place. Même si tous s'attendaient à un scandale, le message finit par ne pas être si mauvais, ce qui fait que Jules ressent une pointe d'empathie et finit par s'approcher pour le saluer. La conversation est bien plus agréable maintenant que Cal n'a plus à faire semblant. Il lui présente ses excuses, sincèrement, pour l'avoir filmé cette nuit-là où tout est arrivé, en lui assurant qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, mais qu'il voulait simplement se souvenir de ce moment de temps en temps. De son côté, Jules se sent soulagé que la police ne l'ait jamais appelé à témoigner contre lui. C'est aussi quelque chose que Cal apprécie profondément, car il aurait détesté lui gâcher la vie de façon permanente. Tout cela a été possible grâce à Nate, qui s'est chargé de retirer la vidéo d'elle avant que la cassette ne devienne officiellement une preuve judiciaire. Malheureusement, maintenant sa vie est bien pire. Il est inscrit au registre des délinquants sexuels, et sa réputation est partie en fumée. Il ne peut même pas trouver un carton où dormir sans devoir en informer les autorités. Et pour couronner le tout, il aime trop le capitalisme pour aller ailleurs. Cependant, au moins maintenant, ses conversations avec Nate ne sont plus remplies de mensonges. Au même moment, Rue conduit vers la maison de Laurie, pour accomplir sa mission lorsqu'elle reçoit un appel de Fesco depuis la prison. Elle n'hésite pas et accepte les frais pour pouvoir lui parler. Avant d'entendre Fesco, revenons au mariage, pour assister à l'arrivée du vieil homme, à qui Nate doit beaucoup d'argent, venu le féliciter. Il lui dit qu'il n'a jamais vu autant de fleurs, et qu'il a sûrement dépensé une fortune pour cela. Nassim se présente officiellement à Cassie, puis, d'un ton glacial, il dit à Nate que le temps est écoulé. Il est là à boire du champagne, à manger du caviar et à profiter de la vie, alors qu'il doit une somme énorme, et Nassim en a assez d'être aimable. Nassim s'en va, en le prévenant que, bien qu'ils aient été amis, il va désormais transformer sa vie en cauchemar. Il affirme que Nate verra tout brûler jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Quelques secondes après, la sœur de Cassie vient lui demander si ça va. Elle répond que oui, que c'est son mariage et que tout est parfait. Mais son visage baigné de larmes et reflétant une terreur pure raconte une toute autre histoire. Nassim quitte la fête et peu après, le couple se dirige vers la piste de danse pour exécuter la chorégraphie qu'ils ont répétée pendant des semaines, laissant tous les invités bouche bée. Cependant, dans l'intimité de la danse, Cassie ne cesse de pleurer tout en demandant désespérément à Nate combien d'argent il doit exactement. Voir ce bonheur apparent réveille chez Maddie une part sombre. Au fond, elle aurait voulu être à l'hôtel. Sa rancœur grandit alors sans contrôle. Cassie supplie Nate en lui disant qu'elle ne veut pas être pauvre, qu'elle n'est pas prête à réduire ses dépenses, ni à renoncer à la vie de luxe dont elle a toujours rêvé. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire pour l'instant. Nassim s'est révélé bien plus dangereux qu'il n'en avait l'air, et Nat n'a tout simplement pas l'argent pour régler la dette. À ce moment-là, nous retrouvons Rue, qui entend de la bouche de Fesco qu'il prévoit de s'évader de prison. Il lui raconte qu'il s'entraîne au parcours, et qu'il est convaincu qu'il pourra y arriver en quelques semaines. Elle s'engage donc officiellement à aller le chercher dès qu'il y parviendra. De retour à la fête, Nat explique à son ami et associé Fred que le problème financier est bien plus important qu'il ne l'avait mentionné au départ. Il ne doit pas 50 000 $, mais 600 000. Tout s'est compliqué parce que pendant la construction du projet, ils ont trouvé une fritillère blanche sur le terrain, une fleur en voie d'extinction, et les autorités ont arrêté les travaux pour protéger cette idiotie. Dehors, la femme de Fred confronte directement Cassie. Elle l'avertit que même si son mari n'a pas le courage d'affronter Nate, elle est prête à le démasquer devant tout le monde à cet instant même. Elle lui crie qu'il n'est pas seulement un escroc, mais qu'il est complètement ruiné, et que maintenant les Russes le cherchent pour lui casser les jambes. La femme commence à élever la voix pour attirer l'attention des invités, mais Nate parvient à intervenir à temps et convainc son ami de lui accorder encore quelques semaines pour régler le désastre, en lui assurant que l'argent investi reviendra avec des intérêts.
Quelques minutes plus tard, Nate va parler à Jules. Il apprend que Maddie, trop touchée par son bonheur, est partie avant la fin de l'événement. Lorsque Nate revient pour profiter de ce qui reste de son mariage, il tombe sur une Cassie complètement ivre, qui l'accuse de lui avoir menti et de vouloir la forcer à vivre dans la pauvreté. Elle lui crie dessus avec fureur, tout en tenant une bouteille de champagne entre les mains. Et juste au moment où elle finit sa tirade, le bouchon saute et le frappe directement à l'œil, le blessant. Le reste de ses amis se précipite pour l'aider à mettre de la glace, mais ce bouchon, c'est la goutte de trop pour Nate, qui commence à craquer émotionnellement. Il y a une limite que tout homme peut supporter. Et à chaque seconde qui passe à cette fête où tout va de travers, il se rapproche de sa propre limite. 1 heure plus tard, ils quittent tous les deux les lieux. Enfin mari et femme, tandis que les invités, complètement ivres et heureux, célèbrent leur union en les voyant monter dans une limousine Humvee blanche, qui a sûrement coûté une fortune à louer. À bord, Nate demande à Cassie de lui faire confiance. Il admet que c'est lui qui les a mis dans ce pétrin et qu'il a juste besoin de temps pour les sortir de là et être le mari qu'elle mérite. Pour l'instant, Cassie décide de lui donner une chance. Quelques minutes plus tard, on voit les hommes d'Alamo attendre Rue en plein désert. Il lui assure qu'il la suivra de près jusqu'à la rencontre, et il l'avertit de rester vigilante en permanence. En arrivant chez Lowry, la nuit est déjà tombée. Ils ne s'attendent donc pas à être pris par surprise par derrière, par des types qui les braquent directement avec un fusil de chasse. Malgré la tension, le partenaire de Rue reste calme, se montre courtois et remet son arme, permettant ainsi à tous les deux d'entrer dans la maison pour conclure l'accord. Une fois à l'intérieur, Rue découvre que Faye peut maintenant accéder au sous-sol, ce qui clarifie la vraie raison de l'erreur précédente. Au même moment, Bishop s'approche lentement de la cage située au centre de la pièce, concentrant toute son attention sur Paladin, l'oiseau que Lowry adore tant. Quand Faye revient avec la commande, Lowry demande à Rue de s'asseoir et lui dit qu'elle leur a manqué depuis son départ. Puis il lui demande ce qu'il faudrait pour qu'elle réintègre l'équipe. Cependant, l'idée de refaire des voyages au Mexique avec des bonbons dans l'estomac n'est pas quelque chose que Rue est prêt à refaire. Elle se montre ferme, remercie pour la proposition, et lui explique qu'elle est heureuse de travailler pour Alamo, donc elle préfère rester exactement là où elle est. À cet instant, nous voyons Maddie arriver chez elle, les larmes retenues. Elle se dirige vers la petite cave qu'elle a louée en périphérie de la ville. Très triste, car son plan pour attirer l'attention du fiancé et gâcher sa journée n'a pas marché comme prévu. Pendant ce temps, nous assistons au moment précis où Bishop laisse tomber un comprimé dans l'eau de Paladine. Quand Lowry s'approche, méfiant, pour lui demander ce qu'il fait, il prend une plume au fond de la cage et lui dit qu'il veut juste un souvenir de cet oiseau magnifique. Ensuite, il paie pour le produit. Une fois la transaction terminée, Bishop et Ruth repartent avec la marchandise. Après avoir attendu suffisamment longtemps pour que le comprimé se dissolve complètement, sans laisser de traces que Lowry aurait remarquées. De retour auprès de Cassie, elle retrouve le bonheur quand Nat la prend dans ses bras pour franchir le seuil de leur maison comme mari et femme. Cependant, la joie s'estompe lorsqu'ils trouvent Nassim qui les attend tranquillement dans le salon. Le pire, c'est qu'il n'est pas venu seul. Surgissant de nulle part, un individu frappe Nate au visage jusqu'à le faire saigner, puis s'acharne sur son corps. Quand Cassie tente d'intervenir, elle est violemment jetée au sol, ce qui lui cause un saignement de nez. Et pendant qu'elle pleure inconsolablement à cause de ce coup, son mari reçoit la raclée de sa vie au fond de la pièce. Nat est frappé, jusqu'à ce qu'il tombe en roulant dans les escaliers, où il finit par supplier pour sa vie. Cassie entend les cris d'agonie de son mari et ne peut que pleurer en voyant comment ce qui devait être le plus beau jour de sa vie se transforme en un carnage. Quelques secondes plus tard, Nassim s'approche froidement et coupe un des orteils de Nate. Après cet avertissement brutal, Nassim et son employé s'en vont, non sans rappeler à Cassie qu'ils reviendront régulièrement. Ils la préviennent qu'à chaque visite, ils prendront une partie du corps de son mari, jusqu'à ce que la dette soit réglée. Et si jamais il venait à manquer, elle héritera de la dette. Après tout, ils sont maintenant mari et femme devant la loi. Les secondes suivantes nous montrent le visage décomposé et terrifié de Cassie, tandis que Nate se tord sur le sol, grièvement blessé et avec un doigt en moins. Le tapis se tache de sang pendant que nous réalisons à quel point tout a dégénéré si vite. Il y a à peine 2 minutes, il souriait et débordait de bonheur. Dans la scène suivante, Jules arrive chez lui et remarque qu'Elise prend une douche. Il doit avoir hâte de la voir. Alors elle met un peignoir et va à sa rencontre sans hésiter. C'est le prix de la vie de luxe qu'elle a choisi. Dans la maison de Lowry, Paladin commence à boire de l'eau contaminée, tandis qu'on voit une patrouille arrêter Rue, au milieu de nulle part. Elle fait tout son possible pour rester calme. Mais une autre voiture apparaît soudainement, et la situation devient critique.
L'officier frappe à sa fenêtre et, à sa surprise, il connaît son nom. Il se présente comme un agent de la DEA et lui ordonne de sortir du véhicule, les mains sur la tête, pour procéder à l'arrestation. Cela nous montre clairement que Laurie a décidé de la trahir immédiatement parce qu'elle avait refusé son offre de réintégrer l'équipe. L'épisode se termine avec Laurie qui s'endort devant la télévision, tandis que Paladine meurt raide dans sa cage après s'être tordu de douleur pendant quelques secondes. Ce sera sans doute la première guerre entre trafiquants de drogue causée par la mort d'un oiseau. Pour Rue, il ne reste qu'à attendre une semaine de plus pour savoir ce que décidera la justice.